Salut à vous tous, comment allez-vous? Bien, j'espère. On va refaire un petit peu un tour sur un phénomène que j'appellerais l'enfermement. L'enfermement, pourquoi? Parce que c'est un processus qui est en cours depuis maintenant très longtemps, qui progresse, et je dirais même qui progresse de façon positive, pour ceux qui en sont les artisans et les acteurs et les complices, mais pas pour vous. L'enfermement de quoi? L'enfermement de la population, l'enfermement de l'individu, l'enfermement sous des aspects différents. L'enfermement de l'individu, c'est tout simplement l'enfermer dans un modèle où l'on cultive pas forcément les bons côtés, où l'on cultive l'individualisme, l'égoïsme, où on exacerbe les plaisirs, les envies, les égos, ce qui fait que, par exemple, les outils Internet que sont les réseaux sociaux ont énormément, ces 20 dernières années, contribué à alimenter et à façonner un grand nombre de gens qui vivent aujourd'hui dans une sorte de fantasme où tous ces TikTokers, ces YouTubers, ces influenceurs, etc. font rêver depuis plusieurs années certaines personnes qui s'improvisent à leur niveau, youtubeurs, influenceurs, etc. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que certains réussissent, mais alors par contre avec un niveau intellectuel équivalent à celui d'un bulot. L'enfermement collectif, c'est comme on le constate aujourd'hui, et d'ailleurs je dirais même qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, pour ne pas le voir quotidiennement, c'est l'enfermement collectif à l'idéologie, au principe de la pensée unique. Cette pensée unique, évidemment empreinte de valeurs droits de l'homiste, solidaires, humanistes, mais plutôt mal placés parce qu'en réalité sont instrumentalisés pour occulter les détails et inciter, pousser, orienter à la facilité par l'acceptance de la simplification. L'enfermement, c'est le cinéma. Le cinéma qui adapte des romans dystopiques où finalement on retrouve un certain nombre de points communs où le peuple, ou la population, ou des individus, ou des groupes d'individus sont en réalité enfermés dans une société, voire même n'imaginent même plus une société autrement que ceux dans laquelle ils vivent. Dans la réalité, dans le monde réel, on a déjà ce genre de société, on appelle ça la Corée du Nord. Les habitants de Corée du Nord, n'ayant aucun contact, n'ayant aucun outil leur permettant de voir ce qui se passe à l'extérieur, si ce n'est peut-être un certain nombre de Nord-Coréens, mais qui à leurs risques et périls arrivent à avoir une vision de ce qui se passe à l'extérieur, le seul et unique modèle dans lequel ces Nord-Coréens vivent, c'est tout simplement celui du régime de Kim Jong-il. De Kim Jong-un, pardon. Et c'est pour ça que les rares occidentaux qui réussissent à voyager en Corée du Nord, parfois sont dans l'incompréhension de voir des gens qui militent, qui subliment, qui défendent le régime nord-coréen. Alors certains le feront parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix et ils le font à leur corps défendant.
Comme il y en a, ils le font de façon très convaincue. Conditionnée. Alors, on regarde ça de nos yeux d'occidentaux en disant voilà le résultat de la dictature, etc. Mais même si en apparence c'est une dictature, les outils n'en sont pas moins les mêmes utilisés aujourd'hui dans nos propres pays occidentaux. À ceci près qu'ils sont utilisés de façon un petit peu plus subtile. Et qu'en réalité, on finit par se retrouver avec des gens, on va dire, un peu aveuglés, et qui, lorsqu'il y a des moments où ça se voit comme le nez au milieu de la figure, eh bien non, ils continuent à réfuter, ils continuent à vivre dans le déni. Alors, très souvent par peur de se rendre compte que ce dont ils croient, de ce qu'ils ont en conviction, finalement est construit et basé sur du fantasme, est basé sur un récit complètement construit mais qui n'est pas le reflet de la réalité. Et malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se fracassent le nez sur cette réalité, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec encore une fois de plus, ce drame que vous avez eu en France, de ce gendarme qui a été tué par un conducteur qui a fait un refus d'obtempérer, conducteur qui se trouve être un étranger en situation régulière, mais sans aller chercher de lien de cause à effet avec l'immigration, n'en reste pas moins un individu qui était connu des services de police, qui était déjà un multirécidiviste, délinquant de la route. Le pire, c'est qu'il avait déjà fait des refus d'obtempérer et le mec avait toujours son permis de conduire. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans le système, un juge qui a estimé qu'on ne va pas blâmer, on ne va pas enfoncer cet individu, on va lui donner une autre chance. Par contre, il n'aurait pas été un étranger en situation régulière, il aurait été un bon petit Français, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas eu le bénéfice de garder son permis de conduire. On lui en aurait certainement fait sauter son permis de conduire. Donc, pourquoi je prends cet exemple ? Tout simplement parce que ça génère l'incompréhension. Pourquoi est-ce que la justice, finalement, n'est pas une justice pour tous, déroge à la règle de l'égalité de tous devant la justice, parce qu'en réalité, c'est complètement faux. Selon votre origine, selon votre statut, la décision d'un juge pour une même faute sera totalement différente selon ce à quoi vous vous exposez, mais surtout ce à quoi vous appartenez. Un juge aujourd'hui aura beaucoup plus de crainte, de peur, de condamner sévèrement un individu qui fait partie de la diversité ou d'une minorité qu'un individu qui est un citoyen lambda, qui plus est français de souche, comme on les appelle. Donc à partir de là, oui, nous sommes confrontés, au-delà évidemment de problèmes structurels, et là on s'entend bien sur le problème de la structure même pénitentiaire qui très clairement aujourd'hui est complètement débordée, eh bien, quand on écoute certains politiciens, il y a des moments où on se dit mais tu te fous de notre gueule. Donc, comme à un moment donné, la déliquescence dont je vous parle depuis très longtemps du système pour justement pouvoir y remplacer, y substituer quelque chose de plus autoritaire, de plus totalitaire, de plus soumis. Malheureusement, le temps qu'ils mettent à essayer de changer ce système, eh bien malheureusement, il y a ces signes, il y a ces preuves, il y a ce factuel qui à un moment donné pousse des gens à la réflexion, pousse les gens à réfléchir, pousse les gens à faire un constat qu'il y a quelque chose qui cloche,
un constat que quelque chose ne va pas, quelque chose ne fonctionne pas, qu'il y a une volonté même de dysfonctionnement. Et d'où la raison pour laquelle, je ne vais pas revenir sur les outils qui permettent justement à chacun de pouvoir partager comme je fais actuellement auprès de vous, avec YouTube. Eh bien malheureusement, le système, alors certains me diront, mais vous parlez de système, mais c'est qui le système? Le système, c'est les mondialistes, c'est les globalistes, c'est la finance, c'est l'oligarchie. L'oligarchie qui est un instrument à qui on promet d'avoir des leviers de pouvoir, c'est-à-dire d'être les complices de l'installation d'un système finalement mondialisé, totalitaire, qui ne peut exister, qui ne pourra exister que par la soumission des peuples. Alors attention, quand je dis soumission des peuples, on s'entend bien qu'on ne parle pas de dictature, mais une soumission des peuples par justement ce que je vous disais au début de la vidéo, par l'exacerbation des vices, par l'exacerbation des désirs, des envies, des plaisirs, des égos, de l'individualisme. Et d'ailleurs, force est de constater, regardez autour de vous. Si tant est que vous ayez une éducation qui vous a donné le sens des responsabilités, que vous ayez par vos expériences, par vos réussites, par vos échecs, acquis une certaine maturité d'esprit, vous ne pouvez pas réfuter ou refuser que vous côtoyez des gens sur certains points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, avec qui vous considérez que certains comportements sont assez borderline. Et de fait, ça rejoint ce que je vous dis dans certaines vidéos. Lorsqu'on est en face d'événements, de phénomènes qui nécessitent une réflexion, qui nécessitent une raison gardée, qui nécessitent d'avoir de la mesure, qui nécessitent de ne pas aller dans la simplicité et prendre en considération les tenants et les aboutissants pour avoir une meilleure compréhension de la situation, complexe, structurelle soit-elle. Eh bien malheureusement, tout d'un coup, on se retrouve de plus en plus aujourd'hui confronté à des gens qui ne veulent pas que vous compreniez les rouages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une volonté farouche de faire en sorte que vous ne soyez qu'un consommateur qui consomme, sans aller chercher le pourquoi du comment, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne, pourquoi c'est là, voire même est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Non, ne réfléchis pas à ça. Ce que l'on veut, c'est que tu consommes, c'est que tu achètes même des trucs dont tu n'as même pas besoin, mais pour lesquels on a développé une communication, on a développé des phénomènes de mode, de mœurs, où tu te dois d'être obligé de posséder, d'avoir. Phénomène de mode. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'acheter de l'Adidas, du Nike? Pourquoi tu as besoin d'acheter du Louis Vuitton? Pourquoi est-ce que tu as besoin de claquer autant d'argent dans un téléphone? Parce que c'est là. Le phénomène de mode, c'est posséder. Si tu ne possèdes pas, alors tu n'es pas in, tu n'es pas dans la société de consommation, tu n'es pas respectable, tu n'es pas intéressant parce que tu ne possèdes pas ce que tu dois posséder, ce que la société de consommation t'impose de posséder. Et ça va même très loin.
des gens qui sont prêts à s'endetter, des gens qui sont prêts à se mettre dans la merde financière parce que il faut qu'ils satisfassent l'envie, le plaisir de faire, d'être, de posséder. Et donc ce phénomène d'exacerbation de la satisfaction, voire même de l'autosatisfaction, eh bien génère des individus qui finalement à un moment donné, dans des situations où là, le factice n'a pas sa place, eh bien ces gens ne valent plus rien. Ces gens ne servent à rien. Ces gens sont inutiles. Et malheureusement, force est de constater que la société aujourd'hui, elle est en train de forger de plus en plus d'individus de ce acabit. D'où la raison pour laquelle, eh bien, quand on est un tant soit peu cultivé, un tant soit peu sensé, un tant soit un peu réfléchi, de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le paysage politique est de plus en plus muni de gens qui ont des discours de plus en plus simplistes, de plus en plus caricatural, de plus en plus déstructuré, de plus en plus caricatural, comme je le dis, et ne prenant même pas en considération parfois des détails. Ne savons plus faire la part des choses, ne sachant plus faire à un moment donné attention, de ne pas déraper dans une généralité, dans une simplicité, et risquer de jeter l'opprobre sur vous, sur moi, sur une communauté, sur une appartenance, sur une ethnie, sur une religion. Regardez très clairement, regardez ce qui s'est passé avec Alain Delon lors de sa mort. Regardez les commentaires de certains. Réfutez le fait que Delon était un esprit libre, pas forcément vertueux, loin de là, lui-même. Dans sa vie, à un moment donné, a reconnu qu'il a commis des erreurs, a reconnu que parfois il... Mais nous n'en sommes pas moins hommes et nous grandissons vers la vertu quand nous sommes capables à un moment donné de nous prendre en charge dans nos succès comme dans nos erreurs. Et surtout, vous le savez, on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos succès. Le succès nous accède, nous affecte dans notre capacité à un moment donné à nous jouir de notre satisfaction, de réussite. Mais le jour où nous sommes confrontés à l'échec, force est de constater que nous avons des individus qui parfois finissent par se détruire, s'auto-détruire parce qu'ils refusent l'échec, ou parce qu'ils n'acceptent pas l'échec, ou parce qu'ils ne sont pas adaptés, parce qu'ils ne sont pas préparés à affronter l'échec. Alors, vous avez ceux qui finissent par déprimer, faire des burn-out ou des trucs comme ça, parce qu'à un moment donné, sont incapables de mettre le poing sur la table, ou sont incapables à un moment donné de prendre du recul et de prendre des décisions, parce que c'est des décisions forcément avec des conséquences. Moi, dans ma vie, j'ai pris des décisions qui ont eu des conséquences. Mais au moins, je ne m'en suis pas porté plus mal parce que j'ai jugé que j'avais pris les bonnes décisions. Mais en revanche, oui, clairement, mes décisions m'ont peut-être bloqué, affecté dans mes succès. Alors, surtout professionnels. Mais à un moment donné, justement, les choix que j'ai faits qui m'ont mis dans des situations où je me suis tout simplement, allez, on va dire un petit peu, bon, attention, le mot de YouTube, YouTube risque l'algorithme risque de fonctionner là-dessus. Mais ça m'a porté chance par la suite. Parce que par la suite, justement parce que je ne me suis pas laissé corrompre par rapport à certaines valeurs, par rapport à certains principes,
l'évolution professionnelle, les mouvements au niveau des équipes, des directions, etc. ont fait qu'à un moment donné, il y a quand même des gens à un moment donné qui se sont rendus compte que j'étais utile. Et que mon utilité servait l'intérêt de l'entreprise à condition de me faire évoluer, à condition de me permettre d'avoir des succès. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais en revanche, là où aujourd'hui, je pense que ça devient de plus en plus compliqué, c'est que le jugement de valeur n'est plus, dans certains cas, par le mérite, mais par ceux qui sont capables de montrer qu'ils peuvent servir de fusible ou prêts à accepter des responsabilités dont ils n'ont pas les compétences, mais qu'ils sont prêts par contre à dire amen à tout. C'est-à-dire que, et peut-être certains d'entre vous l'ont peut-être observé aussi dans leur milieu professionnel, c'est qu'on voit évoluer des gens qui sont serviles, pas compétents, mais serviles, plutôt que des gens compétents, mais qui de temps en temps, oui, de par leurs compétences et leur savoir-faire, sont capables de dire non, là, attendez, je ne suis pas d'accord. Là, vous êtes dans l'erreur. Et oui, et c'est exactement ce que vous retrouvez aujourd'hui en France, dans le paysage politique. Aujourd'hui, les politiciens, en grande majorité, ce n'est pas des gens compétents, c'est des gens serviles. C'est des gens à qui on dit, à qui on exige d'être ou de faire pour servir l'intérêt d'une idéologie au détriment du respect qu'ils se doivent d'avoir envers le peuple, ou tout du moins l'intelligence du peuple, la compréhension du peuple. Et ils en sont réduits aujourd'hui à utiliser les outils de culpabilisation pour justement que cette partie du peuple qui à un moment donné se dit attends, il nous fait quoi lui là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il radote? Casse-Tête par exemple, Lucie Casse-Tête. Ben oui, elle est l'exemple même de cet individu qui repose son discours sur des valeurs d'autosatisfaction consumériste auprès d'un certain nombre de Français qui ne réfléchissent pas en disant « Ouais, super, je vais toucher 1 600 € net par mois », mais qui ne réfléchissent pas « Ouais, d'accord, mais qui va payer les 1 600 € net par mois ?» Mais en fait, ce sera ton voisin. La solidarité fait en sorte que ton voisin qui touche 4 000 € net par mois, on va lui taxer encore plus pour que toi, tu puisses avoir 1 600 € net par mois à rien foutre. La politique de la main tendue. Et d'ailleurs, il y a cette petite vidéo qui est ressortie où Cassette le dit ouvertement en plus. Elle dit oui, de toute façon, pour réaliser certains projets, s'il faut taxer les Français, on va taxer les Français. Elle n'a pas honte de le dire. Parce qu'elle est dans cette idéologie de solidarité, de cette idéologie de Robin des Bois, dit pour satisfaire, pour acheter notre clientélisme électoral, nous allons piquer aux riches pour donner aux pauvres. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est donné, parce que le riche, d'où l'idée de vouloir essayer de trouver un concept, de vouloir taxer les riches français qui voudraient quitter la France. Donc à un moment donné, si vous voulez, le danger dans lequel nous sommes actuellement, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de gens qui, comme par exemple, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, des gens qui vont se rendre compte que les syndicats sont en fait des complices du système. Les syndicats nationaux, alors attention, je ne parle pas des gens syndiqués dans les entreprises qui, eux, de façon peut-être très honorable, très respectable, font leur boulot, mais même eux, il y a des fois dans certaines situations qui se retrouvent confrontés à la résistance de
de leur direction locale ou de la direction nationale. Moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là. À un moment donné, une action à faire, une action légitime à faire, là, on m'a dit non, laisse tomber. Et pourquoi ? Parce que, voilà, ton directeur, il s'entend bien avec l'un de nos secrétaires, donc il l'a appelé, et puis... ok. Donc, c'est-à-dire que des petites magouilles entre copains, vous sacrifiez les droits fondamentaux des employés. En fait, vous êtes des gros enculés, quoi. Et je vous le dis, hein, c'est CFTC. J'étais CFTC. Par contre, quand il s'agit des élections, les élections pour les comités d'entreprise, alors là, vous les voyez, hein, ils se déplacent, hein, ils vont serrer les paluches des employés, etc. Votez pour nous. Là, ce que je vous dis là, ça se trouve, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui disent ouais, c'est exactement ça, quoi. Enfin là, c'est pour les grosses entreprises. Donc, si vous voulez, là, on est dans une époque charnière parce que d'un côté, vous avez les combines, les copinages, les corruptions, les idéologues qui, aujourd'hui, n'ont pas le choix. Ils vont être obligés de resserrer les étaux. Et resserrer les étaux, c'est, ce qui vient de se passer avec le PDG de Telegram. Resserrer les étaux, c'est, alors je vous l'annonce, Zuckerberg, le PDG de Meta, Facebook, Instagram, etc., pour éviter des procès, va collaborer avec le Parlement américain. Et déjà, il a balancé un truc, c'est que pour les élections de 2020, il a bien subi des pressions de la part de Biden et Harris pour nettoyer et purger les contenus sur Facebook. Vous vous rendez compte ? Alors, c'est quand même un signe, parce que pour que Zuckerberg lâche le morceau maintenant, alors qu'on est en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, what the fuck ? Petite anecdote aussi, petite info quand même importante, parce que là aussi c'est pareil, je veux dire, faut analyser. Vous avez Tulsi Gabbard qui était une candidate démocrate en 2020, à la primaire en 2020, qui est une vétérante, voilà, qui a un parcours en tant que femme, qui est une politicienne, mais qui avait été un petit peu écartée parce qu'elle avait un peu trop de prise de conscience, de réalisme par rapport à la société. Et bon, elle s'était fait un petit peu blackbouler parce que, là encore, certainement qu'elle avait été très mal coachée par ses communicants et elle a manqué totalement de charisme lors des débats à l'époque. Si bien que, même si sur le plan des idées, elle a intéressé pas mal d'Américains, bon, elle s'est fait un petit peu blackbouler en matière de réputation et d'image. Eh bien, cette personnalité, donc elle avait été élue quand même, je crois, représentante pour l'État de Hawaï. Elle vient de se rallier à Donald Trump. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Alors déjà, Robert Kennedy, bon, à la rigueur, Robert Kennedy, de par les idées qu'il défend, etc., qui s'est fait un petit peu tirer à boulet rouge par les démocrates parce que il mettait quand même le doigt sur des questions que non, attention, la doctrine c'est ça, faut pas s'en écarter. Qu'il y en a aujourd'hui qui disent oui, regardez, la famille Kennedy renie Robert Kennedy Jr. Oui, mais c'est normal, la famille Kennedy, de toute façon, ça fait depuis qu'ils se sont fait assassiner 2 de leurs membres, qu'ils se sont rangés, alignés du côté progressiste, démocrate, etc. Et que interdiction de sortir des clous. Dont d'ailleurs, je rappelle quand même que le fiston Kennedy, John, je crois que c'est John, qui est mort dans un accident d'avion, avait fricoté avec Donald Trump dans un projet de presse
d'un magazine presse ou etc. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement des personnalités aller à contresens. Donc on se dit, mais attends, il y a un truc qui ne va pas là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque part, au sein du Parti démocrate, il n'y a pas un malaise? Donc c'est pour ça, dans la précédente vidéo, quand je vous dis, vous ne me posez pas la question de savoir si je pense que Donald Trump ou Harris va gagner les élections, parce qu'il y a des tas de petits signes, des tas de petits détails qui font que c'est très compliqué. C'est très compliqué de se dire, est-ce que les Américains vont aller plutôt d'un sens que dans un autre? C'est comme actuellement, là, les sondages qui sont faits, etc. Il y a des sondages, mais qui sont ahurissants. Il y en a un qui circule avec une carte qui montre les... comment on appelle ça, les projections, des projections de vote pour Trump ou pour Kamala Harris. Il y en a une carte, elle trouve le moyen de mettre Californie pour les républicains, ce qui est complètement ahurissant. Là encore, vous voyez, c'est des outils de communication parce qu'on se dit, ouais, ça se trouve, il y a des Américains, ils sont tellement cons qu'ils vont y croire. Là, on rejoint encore cet aspect d'enfermement, c'est-à-dire la réduction de la capacité des individus au libre arbitre, à la réflexion et par l'amoindrissement de la culture, de l'éducation. Eh bien oui, aujourd'hui, ça rejoint ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, l'enfermement. Et du coup, des gens comme vous, peut-être, qui avaient encore un sens de la critique, de l'étude, de l'analyse, ou à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs, ça colle pas, ou... j'ai envie de dire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que des gens comme vous et moi, peut-être que l'étau va se resserrer de plus en plus. Nous censurer ou nous faire passer pour des fachos, etc. Sauf que ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne fonctionne pas auprès des gens qui, à un moment donné, se disent non, attendez, il y en a marre qu'à chaque fois, quand il y a des gens qui posent des bonnes questions, qui posent des bons postulats, ou qui portent une critique sur quelque chose, il y a un moment donné, on les traite de fachos, on les traite d'extrême droite. Je veux dire, quand vous voyez l'attentat qu'il y a eu sur la synagogue, enfin, finalement, c'est pas la synagogue qui a été visée en particulier, c'est plutôt le parking. La photo de l'individu avec son drapeau palestinien, non, il y en a, surtout chez les filles, qui essayent de ouais, enfin bon, si le gars il a peut-être fait ça, c'est parce qu'il en a gros sur la patate à cause du racisme, à cause de l'islamophobie, milité par les partis d'extrême droite, blablabla. Est-ce que c'est la faute des partis d'extrême droite s'il y a des gens islamisés, radicaux, prêts à tuer, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, d'où la complexité des sujets. Mais quand vous êtes confronté à des gens sur les réseaux sociaux qui essaient de faire débat, mais qui en réalité n'ont pas les couilles, n'ont pas la carrure, n'ont pas les arguments, ces gens-là, au bout d'un moment, ouais, ils deviennent provocateurs, ils te prennent de haut, et puis ils finissent par te traiter de tous les noms. Ça fait partie du système, ça fait partie du jeu. Sauf que, il y a des résistances. Et des résistances qui prennent de plus en plus d'ampleur. Parce qu'à un moment donné, ces résistances, elles mettent en évidence du factuel. Du factuel sur la déliquescence, sur le déclin, sur le ridicule, sur la caricature de ceux qui se prétendent promouvoir, parler au nom de la vertu. Et que ces gens-là, pour garder le pouvoir finalement, si tant est qu'on peut appeler ça le pouvoir, petit à petit, vont essayer de s'incrémenter dans les sphères du pouvoir pour prendre des leviers et utiliser ces leviers pour imposer la censure, la restriction, le déni. Donc c'est pour ça que
Quand Emmanuel Macron annonce qu'il ne veut pas de LFI, donc par conséquent il ne peut pas y avoir de NFP au gouvernement, à Matignon, mais il n'a pas tort. Parce qu'il sait que ce gouvernement risque d'un moment donné de complètement détricoter des institutions en France qui vont avoir fatalement à 100% la conséquence de monter les Français entre eux et finir par foutre le chaos. Parce que créant de l'injustice, créant des différends, créant du déséquilibre, créant de la déconstruction des principes et des valeurs fondamentales de la République vis-à-vis du citoyen, et du coup, monter les gens les uns contre les autres. Et au vu de l'état, de la situation à la fois géopolitique, financière, internationale, etc., ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas laisser le citoyen progresser dans un environnement où l'information, à un moment donné, lui fait prendre conscience que. Donc c'est pour ça, attention, dans les mois à venir, il risque d'y avoir un événement qui va les aider, justement, à verrouiller un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes. Soyons alertes. Soyez attentifs aux détails. Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.